Bienvenue à ce ciné-débat que nous organisons dans le cadre du Mois de l'Architecture et du Patrimoine. C'est la 3e édition que la ville de Beauvais, la communauté d'agglomération du Beauvaisis, organise cet événement sur le territoire. Il débute chaque année avec les Journées européennes du patrimoine et il permet de courir aussi aux Journées de l'architecture pour faire le lien entre les deux, puisque l'architecture d'aujourd'hui, c'est aussi du patrimoine de demain. Et depuis 3 ans, dans ce cadre, nous organisons un cycle de conférences. Et c'est dans ce cadre-là que le ciné-débat est organisé aujourd'hui. Cette année, nous avions envie de traiter... alors les années précédentes, on a beaucoup travaillé le pan de bois, par exemple, des architectures contemporaines comme la piscine Bélier ou le quadrilatère, qui sont des sujets portés, des chantiers portés par la ville de Beauvais. Et là, cette année, nous souhaitions un peu traiter l'architecture à travers l'argile. Donc, puisque nous sommes un territoire où la terre est une ressource essentielle, nous sommes un territoire de torchis, de briques. Et d'ailleurs, la première conférence que nous avons faite cette année dans le cadre de ce cycle, le 3 octobre dernier, était sur la céramique architecturale, puisqu'elle ponctue nos rues. On pense tout le temps à Grébert, mais cette conférence a mis en évidence, a mis en lumière que la céramique architecturale, bien au-delà, c'est aussi la brique, c'est aussi la tuile. Et donc, ça fait 2000 ans que nous la travaillons et que nous construisons avec sur le territoire. Aujourd'hui, on est plus sur l'architecture en argile aujourd'hui. Et quand j'ai rencontré Florent Gilles, qui est à côté de moi, pour lui évoquer le souhait que nous avions de faire une conférence autour de l'architecture aujourd'hui en argile et l'éco-construction, il m'a dit, moi j'ai vu un film il n'y a pas longtemps et j'aimerais bien le présenter. Ce film, c'est Toucher Terre. C'est celui qu'on va vous présenter, que vous allez pouvoir visionner d'ici quelques minutes, voire quelques secondes. Et donc, c'est comme ça que s'est montée l'idée de créer ce ciné-débat qu'on vous propose ce soir à partir de ce film Toucher Terre. Donc là, je vais laisser la parole à Florent pour qui vous présente plus largement le sujet. Donc, on vous propose ce cinéma sous la forme donc, de diffusion du film, puis d'échanges avec des gens qui travaillent autour de la terre crue, et puis avec vos questions, vos remarques, vos témoignages par rapport aux éléments que vous pourrez voir dans ce film. Et puis, le temps nous le permet, donc on vous proposera, une fois qu'on aura terminé ces débats, un petit pot pour pouvoir continuer la discussion sur ce thème-là. Merci en tout cas à Marie de m'avoir proposé de présenter cette programmation ce soir. Et puis je vous souhaite un bon film. On va maintenant passer du coup à la deuxième partie de cet événement, donc qui est plutôt la forme d'une discussion avec éventuellement les questions que ce film vous aurait sollicitées. Je vais faire appel aux intervenantes qui ont accepté de se prêter au jeu pour répondre un petit peu à ces questions de la construction intercrue. Je vais les inviter du coup à me rejoindre. Donc déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais déjà me présenter un peu plus précisément. Donc Florent Gilles, je travaille donc, pour l'agglomération du Beauvaisis dans la direction des transitions et de la santé sur un poste de chargé de mission éco-construction. Et mon but, c'est d'essayer de développer, promouvoir tout ce qui tourne autour de l'éco-construction. Donc c'est dans ce cadre-là que cet événement s'inscrit. Bonsoir à tous. Je m'appelle Marie Eberly. Je suis ici pour parler de la terre, construction terre, et je remercie beaucoup Florent, Marie et la ville de Beauvais parce que vous êtes impliqués depuis pas mal de temps dans cette démarche-là et c'est très bien. J'ai travaillé pendant 13 ans à la briqueterie de Wulf, que certains connaissent certainement, qui est basée sur notre territoire et qui propose des produits en terre cuite et en terre crue. C'est là que j'ai découvert tout ce monde, en fait. C'est vraiment un monde entier, tout un pan de la construction, de l'art de bâtir. Et maintenant, je me suis spécialisée en ingénierie des matériaux en terre. Et j'ai le plaisir d'accompagner des architectes, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage qui veulent construire en terre, parce que pour bien construire en terre, il faut connaître la terre. On la connaît tous un petit peu naturellement, mais c'est quand même bien d'être accompagné pour faire des beaux bâtiments qui tiennent longtemps. Bonsoir, je suis Nathalie Quino, je suis architecte au sein de l'agence qui s'appelle Déclic et Décalque. Et on est installé à Pantin et actuellement on travaille sur Beauvais justement sur la construction d'une salle des fêtes dans le quartier Argentine dont parlait Florent qui sera visitable ce samedi.
nous, on a une agence qui travaille beaucoup sur la construction de petits équipements publics. Sur ce projet en particulier, on s'est vraiment intéressé à la question de la terre crue et cuite. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on a croisé la briqueterie de Wulf. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lancer sur des premières questions ou des témoignages Peut-être juste une petite question de vocabulaire au départ, parce que c'est qu'on parle de la terre, mais c'est un terme générique. Peut-être expliquer ce que c'est derrière le mot terre finalement, parce que pour beaucoup, ça peut être que l'humus, mais là, c'est pas le cas dans notre. Et puis ils ont parlé d'ocre aussi, donc peut-être préciser au niveau du vocabulaire. C'est la première question qu'on avait envisagée, c'est déjà avec quelle terre est-ce qu'on peut construire? Est-ce que c'est la terre de notre jardin? Est-ce que dans l'Oise, on a une terre entre guillemets qui peut être utilisée dans la construction? Effectivement, tu as raison, Marie. Le terme terre est un peu galvaudé. En fait, on devrait parler d'argile. L'argile, c'est la partie du sol qui permet de lier les éléments entre eux. Quand on veut bâtir, il faut un squelette granulaire, des cailloux, des sables. Mais des cailloux et des sables, tout seul, ça ne tient pas. Enfin, il y a les pierres sèches qui fonctionnent, mais voilà. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut quelque chose pour les coller ensemble. Donc, on a l'habitude du ciment, on a l'habitude du plâtre, on a l'habitude de la chaux, etc. Mais voilà, il y a aussi la terre, l'argile qui va venir, qui sont des tout petits éléments. C'est une partie où les éléments sont très fins, qui vont permettre de vraiment coller les grains ensemble. Ça fait un peu comme des petites plaquettes. Et si vous imaginez deux lames de verre et vous mettez un peu d'eau entre les lames de verre, eh bien, ça colle. Et pourtant, il n'y a pas de colle. Et l'argile, ça fonctionne comme ça. C'est comme ça que ça colle les éléments ensemble et que ça permet d'avoir un matériau qui est cohérent. Donc effectivement, quand on dit bâtir en terre, on devrait dire bâtir en argile. Et par rapport à la nature des sols, Arnaud Miss, dans le documentaire, le dit, en fait, les bâtisseurs, ils s'adaptent au sol qu'il y a sous leurs pieds. Et la plupart du temps, ils arrivent à trouver une terre à bâtir. Alors, des fois, il y a beaucoup de cailloux. Là, dans le documentaire, on voit énormément de pisé. Le pisé, c'est une technique de construction en terre qu'on trouve beaucoup dans le sud de la France. Alors malheureusement, on ne voit pas du tout de torchis. Et le torchis, c'est les techniques qu'on a chez nous. Et pourquoi nous, on n'a pas de pisé et qu'eux n'ont pas de torchis et puis que nous, on n'a pas de pisé? Parce qu'on n'a pas la même nature de sol, tout simplement. Quand il y a beaucoup de cailloux, qu'il y a beaucoup de sable et qu'il n'y a pas trop d'argile, eh ben, on fait du pisé. Et quand on a plein d'argile, pas trop de cailloux, et puis que ça colle, vous voyez ce que je veux dire quand vous creusez votre jardin, je pense. Voilà. Et ben ça, c'est de l'argile qui est très très bonne pour faire du torchis, pour faire des briques aussi. Hein, c'est un peu les mêmes argiles. Donc on va toujours trouver une terre à bâtir. Et nous, dans notre région, la grande région du Nord qui va jusqu'en Hollande, etc., qui va aussi jusqu'en Allemagne, eh bien, toute cette partie nord de l'Europe est très riche en argile. Quand on a beaucoup d'argile, on peut tout faire en fait. On peut même faire du pisé parce qu'il suffit de rajouter des cailloux. Donc, c'est plus simple. Du coup, ça enchaîne sur une deuxième question. C'est alors le film documentaire s'appuie sur un chantier participatif et une technique de la bauge, donc un mélange de terre argileuse avec des fibres, la paille ou dans ce cas-là. Quels sont les autres types de techniques qui existent par région? On a commencé à en citer quelques-unes, mais comment est-ce qu'on peut construire en terre? Effectivement, on voit un sacré panel de solutions dans le film, à défaut du torchis qu'on voit pas trop, mais du coup, il y a des techniques qui sont structurelles, qui sont le pisé et la bauge principalement, et qui se déclinent avec des éléments qui sont plus manutentionnables, qui sont différents types de briques. La brique de terre comprimée qui est fabriquée en série avec des machines, les briques d'adobe qui sont moulées à la main, et donc en fonction aussi de la nature de la terre et de la plasticité de comment elle réagit, on adapte un peu le mode constructif qui va bien, et aussi de la façon dont on a envie d'utiliser, si c'est pour bénéficier des apports que la terre va pouvoir offrir au confort à l'intérieur des bâtiments, ou vraiment pour un aspect structurel, on va pas utiliser la même technique. Donc globalement, on voit en ce moment que on éveille les constructeurs et les architectes à
à se former sur ces techniques qui sont un peu parties des radars pendant toute une période, ce qui était un peu des réflexes de construction qui étaient issus de techniques beaucoup plus industrialisées avec des matériaux qui étaient produits en usine. Et donc on se réouvre à ces techniques-là. Donc je suis pas du tout aussi experte que Marie sur les sujets de la Terre, mais donc nous on est en train de s'ouvrir à ces techniques-là. Et donc on essaye de voir comment apporter des matériaux biosourcés et géosourcés dans tous les projets. Et donc à quelle échelle ça paraît pertinent. Donc si c'est pour par exemple trouver un isolant thermique, l'argile pure, ça va pas être le bon matériau, mais mélangé avec des fibres de nature différente, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc voilà, c'est vrai que mixer ça aussi avec une philosophie un peu plus générale sur la construction, qui sont sur les systèmes de ventilation, plus s'intéresser à de la réhabilitation que de la construction neuve, tout ça mis ensemble, ça commence à être une réflexion un peu globale sur comment créer moins de déchets et à terme avoir une construction qui soit plus respectueuse. Donc je pense pas avoir répondu vraiment à la question, mais je vais continuer sur... Si tu veux, on peut présenter peut-être quelques matériaux qu'on a ramenés là. Bon, allez, je bouge. Ici, donc, il y a des briques. C'est dans le documentaire, on a vu que en fait, les briques, ça fait vachement longtemps qu'on a eu l'idée de faire des briques. C'est une façon d'abord, on va faire des éléments et on va se donner des matériaux de construction, parce qu'après, ça ira plus vite à bâtir. Parce que le problème quand on bâtit en terre, c'est que des fois, il pleut. Après, c'est un peu le bazar quand il commence à pleuvoir sur un chantier en terre. Quand on a préparé les briques avant, on va pouvoir maçonner beaucoup plus vite, par exemple. Alors ça ici, par exemple, c'est une brique, c'est une adobe. Donc c'est un mélange de paille et d'argile qui est façonnée à la main en général. Ici, c'est une brique de terre extrudée qui vient de la briqueterie d'Alonne, donc qui est fabriquée avec les moyens de production d'une briqueterie. Quand on sait faire de la brique cuite, on n'est pas très loin de savoir faire des briques crues, évidemment. Et il y a la brique comprimée aussi, qui peut être faite avec des moyens beaucoup plus industriels. Là. Alors là, je vous ai ramené de l'argile du jardin de mon voisin. Et vous pourrez vous approcher si vous voulez, vous verrez qu'elle est rouge, ocre, grise. Il y a un peu de blanc aussi. Vraiment, les argiles, voilà, on ne doit pas parler d'argile, on doit parler des argiles, c'est tout un monde. Et chez nous, on a vraiment une quantité, déjà on en a à profusion, c'est vraiment dès qu'on creuse et puis très profondément, on trouve des argiles de très bonne qualité. Et on a des argiles très diversifiées. C'est-à-dire que si vous regardez sous le bassin parisien, par exemple, je m'éloigne un petit peu de la question. Si vous regardez sous le bassin parisien, vous creusez assez profondément et vous avez une espèce de millefeuille comme ça, comme des crêpes avec différentes argiles. Donc il y a des argiles vertes, des argiles rouges, des argiles ocre, des argiles blanches, etc. Et alors, vous imaginez ces crêpes-là qui remontent le long d'un saladier. Voilà. Et puis, nous, on est sur le bord du saladier comme ça. Et donc, ce que vous trouvez au fond du bassin parisien, mais très profondément, vous le retrouvez chez nous, à Florent. Et donc, on creuse ici, on creuse à Alonne, on creuse à Frocourt, on creuse à Berneuil. Et bien, on va trouver des argiles très différentes. Et ça, c'est vraiment une richesse. Le pays de Bray, c'est le pays de boue, puisque dès qu'il pleut, comme il y a plein d'argile en dessous, chez le Bray, Bray, ça veut dire boue. Voilà. Chez Agadou, des Picards. Alors, je reviens à la question. Ici, on a en présentation un autre type de technique, qui est un mélange de terre et de chanvre. Alors la chènevotte de chanvre va utiliser la paille du chanvre qui est très légère et qui est isolante. Donc on va mélanger avec un petit peu d'argile et ça va faire un mélange isolant qui va être très très efficace et facile à mettre en œuvre. On peut le bancher ou on peut le projeter. On peut utiliser des techniques contemporaines, comme on a vu un petit peu. Dans le documentaire, on voit bien. Alors, on est dans deux extrêmes dans le documentaire. Il ne faut pas imaginer que la construction en terre, c'est soit on prend des bottes puis on galère un peu quand même,
Soit, ça y est, on est en usine et puis on est avec des immenses machines et tout ça. On a la chance ici d'avoir 3 maçons que je vois là, voilà, qui construisent en terre et qui n'utilisent ni leurs bottes pour faire les matériaux, ni des Manitou et des choses, du matériel extrêmement complexe. Voilà, on peut construire en terre avec des techniques beaucoup plus standards en fait. Et là par-dessus, vous voyez un enduit d'argile. Alors, vous voyez que l'argile, ça peut être blanc. Hein. Et après, forcément, on peut mélanger les terres. Hein. Ici, vous avez une terre rouge et puis une terre blanche. Bon, c'est pas difficile de faire du rose. Vous me suivez? Voilà. Il manque le torchis, il manque le pisé, mais voilà, on peut faire beaucoup de choses avec la terre. Merci, c'était très complet. Alors, voilà ce qu'on peut faire avec de la terre. Maintenant, pourquoi le faire avec de la terre? Quels sont les avantages de construire en terre? Là, en l'occurrence, donc sur l'opération du patio, on a des murs de façade qui sont en terre cuite, enfin du coup en briques de terre cuite. Et il y a une grande salle polyvalente qui va être revêtue à l'intérieur d'un appareillage de briques de terre crue. Donc, nous, au démarrage du projet, effectivement, la question se pose de choisir le matériau qui nous semble en adéquation avec ce qu'on souhaite faire. Et on a vu dans le fait on a vu qu'il y avait la briqueterie d'Alone qui existait à proximité immédiate, et le fait d'aller se procurer le matériau de construction vraiment à quelques encablures du site de projet, c'était quelque chose qui nous faisait un peu rêver. Et donc l'avantage de la brique de terre cuite, c'est que donc c'est un matériau qui est structurel et qui structure du coup le bâtiment dans son entièreté. Et la brique de terre crue, on l'a utilisée en appareillage intérieur, déjà parce que c'est un matériau géosourcé qui avait en plus pas besoin de cuisson. Donc là, on commence à avoir un matériau qui va bien parce que, en termes de production même. Que dans l'idée, si dans, je sais pas, mettons 200 ans, si le bâtiment est voué à être abandonné, on sait qu'on laisse pas un déchet trop puant pour la planète. Et voilà. Et après, le matériau lui-même, le matériau terre crue à l'échelle de la pièce qui sera la salle polyvalente, il a des capacités là, en l'occurrence, on a fait un calpinage qui est donc du coup travaillé avec un acousticien qui aura des propriétés de traitement du son pour la réflexion, l'absorption. Et il gère en fait l'humidité à l'échelle du bâtiment. Et ça, je pense que Marie l'expliquera mieux que moi. Oui, effectivement, c'est l'un des vraiment gros points forts de l'argile. Hein. En fait, comme ces éléments ne sont pas liés, vous avez compris que chimiquement, il n'y a pas de prise en fait. Hein. Donc, quand il y a de l'humidité qui arrive sur un mur en terre, eh bien, le mur en terre, il va tout de suite capter cette humidité qui est en surnombre dans votre environnement, par exemple. Hein. Je peux peut-être parler de ma petite expérience personnelle, parce que je fais plein de tests chez moi. Je fais le test notamment de faire une buanderie sans sèche-linge et avec un mur sur les 4 en briques de terre crue. Bon, comme j'étais un peu prudente quand même, j'ai tout prévu, le câblage pour faire une VMC, mais je me suis dit, allez, on est joueurs, on essaye. Et voilà, il se trouve que j'ai 3 enfants et que donc on est 5 à la maison et qu'on fait beaucoup de lessive. Eh bien, je laisse tout mon linge sécher dans cette buanderie et j'ai jamais aucune humidité sur les murs ou quoi que ce soit. Et il n'y a toujours pas de VMC. Ça marche vraiment très très bien. Voilà, c'est la saison des compotes aussi. Je fais plein de compotes, pas de VMC, pas de hotte, 0 humidité. Donc voilà. Après, il y a tout un tas de la physique. Ça s'explique. Hein, aujourd'hui, en fait, ce sont des choses qu'on connaît depuis fort longtemps, que l'être humain connaît fort longtemps. Depuis fort longtemps, il sait très bien que habiter dans une maison en terre, en argile, c'est bon pour sa santé, c'est une bonne chose. C'est pour ça que l'être humain a persévéré dans ces techniques-là. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs qui étudient la matière et qui cherchent pourquoi ça fonctionne comme ça et qui comparent les choses. Voilà.
Et c'est vrai que aujourd'hui, si vous mettez par exemple une casserole bouillante, d'eau bouillante avec plein de vapeur d'eau, par exemple, hein, et vous la présentez devant différents matériaux, mais les matériaux vont pas réagir pareil. Si vous mettez devant du plastique, bah, le plastique, évidemment, il boit rien, et donc ça va dégouliner, ça va condenser, et vous allez avoir de l'eau. Bon. Si vous avez du plâtre, le plâtre, il va absorber très très vite cette humidité, mais alors il va avoir beaucoup de mal à la relâcher. Et c'est pour ça que parfois sur les murs de plâtre, bah, vous avez cette humidité qui s'accumule, et puis bah, finalement qui fait un support qui est assez propice au développement des petites choses qu'on n'aime pas trop, les bactéries, les champignons, des choses comme ça. Et si vous le mettez devant un mur en terre, ça va absorber très vite. C'est le matériau qui absorbe le plus vite. Et ça va relâcher aussi le plus vite dès qu'on va retirer la casserole. Et donc, c'est cette capacité à réagir rapidement, en fait, à un événement humide. Il y a de l'humidité, c'est absorbé. Et dès qu'il n'y a plus d'humidité, un petit coup de vent, un petit coup de chauffage, et hop, ça relâche tout de suite. Et c'est ça qui apporte du confort. Puisque, après, voilà, la terre, c'est pas isolant en soi, comme tu as dit, hein, c'est pas l'argile qui est isolante en soi, mais ça a un impact sur le confort. Parce que un air qui est bien régulé en humidité, il est plus facile à chauffer. Il va être, quand vous commencez à chauffer une pièce humide, eh bien, les premières calories que vous allez dépenser, elles sont pas pour chauffer l'air, elles sont pour chasser l'humidité déjà. Et après, une fois que l'air il est sec, là, il est facile à chauffer. Donc, vous allez avoir un chauffage qui est plus facile qui va plus rapidement être efficace, en fait. C'est comme ça qu'on va agir très efficacement sur le confort. Et le confort, il y a le confort thermique, le confort hygrométrique, il y a le confort acoustique, c'est un petit peu abordé dans le documentaire. Et effectivement, hein, il y a une douceur. Il y a une dame qui en parle et je pense qu'elle a vraiment le bon mot. C'est les habitats en terre et j'espère que tu vas bientôt pouvoir le constater, voilà. Mais il y a une douceur dans les habitats en terre qui est vraiment très agréable. D'un point de vue économique et on va dire professionnel, hein, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça a un impact social, le concert en terre? On en a un petit peu abordé dans le film. Et est-ce qu'on trouve facilement, alors on en a 3 ici dans la salle du coup, mais est-ce qu'on trouve facilement des entreprises qui travaillent avec la terre? Alors, moi, j'ai pas une réponse claire et nette, mais c'est plus, on voit qu'a priori, ça déplace les coûts de construction parce qu'on voit un peu ce qui se passe sur les chantiers. C'est une main-d'œuvre qui est pas du tout. Quand on voit qu'il y a 5 personnes, bon là, il y a beaucoup de chantiers participatifs, mais quand on voit qu'il y a 5 personnes en train de faire un enduit sur un mur, là où un bonhomme avec sa plaque de plâtre, il règle le mur en 1 heure de temps. La matière première, c'est un matériau qui est a priori très, très peu cher, mais qui déplace la valeur vers un savoir-faire. Et pour l'instant, en fait, je pense qu'on souffre un peu de retour d'expérience par rapport à tout ça. Et aussi pour l'instant, les entreprises peuvent chiffrer ce genre de choses particulièrement cher parce que justement, elles sont pas sachantes sur ces sujets-là et qu'elles ont besoin de se protéger et d'assurer leurs arrières en surchiffrant ces prestations. Pour autant, là, nous, on a un vrai sujet sur les appels d'offres parce que, en l'occurrence, sur la question de la terre crue et la mise en œuvre à Beauvais, à partir du moment où on avait un maçon qui savait faire de la terre cuite, a priori, c'est quand même un peu des techniques qui sont parentes. Donc, la brique de terre, c'est vraiment le même format, donc ça se manipule un peu quand même de la même façon. Et par contre, on a un autre projet qui sort là en Pisé où la grande question c'était de savoir est-ce qu'il fallait intégrer le lot terre crue dans le lot du maçon ou est-ce qu'il fallait créer un lot à part pour trouver une entreprise spécialisée. Et c'est un peu à double tranchant parce que soit on a envie que justement, nous on essaye de se former à ça, on a envie que les entreprises avancent avec nous et du coup ça invite à ce qu'un maçon classique s'ouvre à ce genre de pratique et donc ça invite à inclure ça dans sa prestation.
mais on n'a pas non plus complètement envie de prendre trop de risques, donc on préfère savoir que c'est quelqu'un qui l'a déjà fait et qui sait un peu à quoi il se frotte. Donc ça, de créer un lot à part, voilà. Après, on a toujours de toute façon la possibilité de sous-traiter une prestation dans un lot. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vraiment la bonne réponse par rapport à ça, mais l'idée globalement, c'est quand même de se dire que c'est des techniques sur lesquelles il faut se former, sur lesquelles il faut être prudent, et les freins, c'est souvent finalement pas vraiment les entreprises, mais c'est plus des freins réglementaires qu'on trouve au niveau des bureaux de contrôle. Donc je sais pas si tout le monde fréquente des bureaux de contrôle, ou il y a peut-être des bureaux de contrôle dans la salle, mais on les salue. En fait, c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe qui est qu'on a tendance à parler de techniques classiques, des techniques qui sont un mur béton avec un isolant en laine de verre et un placo, alors qu'à l'inverse, on parle de techniques innovantes pour des techniques qui sont finalement ancestrales. Donc, vis-à-vis d'un organisme qui doit contrôler et certifier un bâtiment, des fois, ça demande un peu de médiation, et puis, c'est plutôt, voilà. Donc, sur les projets, globalement, nous, on a un peu appris à essayer de s'entourer au maximum. On sait que si les maîtres d'ouvrage, ils sont partants pour ce genre de technique, ça met déjà quand même, si tout le monde embarque dans le même bateau, plutôt que quelqu'un qui aurait choisi, à qui on impose une solution technique qui n'est pas la leur, c'est tout de suite plus compliqué. Quelque chose qui peut faire monter le prix du bâtiment à cause de la terre, c'est le domaine réglementaire. Aujourd'hui, comme tu l'as souligné, il y a une espèce de paradoxe incroyable qui fait que il y a, je crois que c'est 75% de la population mondiale qui habite dans un bâtiment en terre. Quand on regarde mondialement, hein, mais même en France, hein, c'est énorme, on est à 50% à peu près. Et souvent, même, on ne le sait pas. Mais comme les gens qui sont à Lyon, voilà. Et donc, je veux dire, ce matériau-là, il a plus que fait ses preuves. Il a hyper fait ses preuves, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, ça fait partie des techniques non courantes, c'est quand même incroyable, et que les assureurs vont être très très frileux à assurer parce qu'il n'y a pas de normes, et donc ils vont demander des tests qui sont très très coûteux. C'est pas vraiment dû à la terre, c'est dû au fait que on est dans deux mondes qui ont évolué différemment. La construction en terre, elle a été oubliée totalement. On a fait un gros trait dessus il y a moins de 100 ans. On a développé et surdéveloppé les techniques liées au béton notamment. Et c'est devenu la norme. Tout un monde s'est construit autour de ça. Et la terre, on l'a un peu oubliée. Et donc aujourd'hui, voilà, on travaille avec des chercheurs, on travaille avec... il y a une confédération de la terre crue, il y a une association des professionnels de la terre, etc. Et on travaille pour faire construire des normes autour de la terre qui puissent quand même respecter ce matériau qui est, comme vous l'avez compris, hein, il est vraiment multiforme. Un ciment, c'est hyper calibré. La terre, c'est pas très calibré. La terre qu'on va avoir ici, là-bas, autre part, elle va être différente. Et pourtant, il faut réussir quand même à essayer de la faire rentrer dans ce cadre des normes parce que sinon, les projets, ils se font pas ou alors ils sont trop coûteux. Voilà. Alors, dans les questions qu'on avait soulevées aussi, c'est est-ce que la terre peut remplacer le béton ? Il y a Philippe Madec qui dit le bon matériau au bon endroit. Et voilà, il a tout dit. C'est-à-dire que la terre, c'est pas la solution au problème qu'on a en face de nous là. Problème de changement climatique un peu dramatique, etc. C'est pas la solution, mais c'est clair que c'est une des solutions. Et et le béton, c'est pas forcément l'ennemi de la terre. Le pisé, c'est l'ancêtre du béton, tout simplement. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de constructions contemporaines où on va utiliser le béton là où il est nécessaire, en soubassement, aux endroits qui sont très structurés, etc. Et puis, on va utiliser la terre pour baisser le bilan carbone, pour retrouver toutes les propriétés physiques intéressantes de l'argile.
Et on parle du béton de terre aussi, qui est en fait plus ou moins la terre coulée et qui s'utilise plutôt, si je dis pas de bêtises, en intérieur parce qu'effectivement il a des propriétés qui sont encore en train d'être un peu justifiées. Enfin donc voilà, il y a des précautions à prendre, mais voilà, on parle quand même de béton de terre, donc ça reste un cousin. Est-ce qu'il y a des premières questions? Quand il y a de l'eau sur la terre, des maisons, est-ce que la maison elle peut s'effondrer? Oui. Parce que la terre et l'eau, ça fait de la boue. Et tu le sais, hein? Ouais. Il y a des architectes, ils ne le savent pas, figurez-moi. J'ai eu plein d'architectes qui m'ont demandé « Mais c'est super la terre, je peux faire un toit terrasse avec ?» Bah non. « Oh, c'est super, je peux faire un tour de piscine ?» Oh bah non. La terre et l'eau, ça fait de la boue. Construire en terre, c'est essentiellement comprendre ça. Comment tu vas faire du coup? Si tu veux faire une maison en terre, tu vas faire quoi pour pas qu'elle soit détruite par l'eau? Bah, je vais mettre du ciment autour. Ah zut. Bon, et alors, si tu veux pas mettre de ciment? Bah, je fais un toit qui vient un peu plus dessus pour que l'eau elle coule pas sur le mur. Génial. Ça, c'est super. Construire en terre, il faut un bon chapeau. Et après, il y a d'autres choses. Tu te souviens de ce qu'il y a avec le sucre, là? Et après, ils ont mis de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est effondré. Zut. Ça marche pas non plus, ça. Donc, l'eau, on pense toujours à l'eau qui vient du ciel, la pluie. Donc, tu as protégé, avec ton toit, tu as protégé de la pluie. Mais il y a une autre eau qui est dangereuse. C'est laquelle? C'est à la terre, enfin, au sol. Voilà. Quand il pleut, bah, ton sol, il est mouillé. Et si tu as mis ton mur sur le sol, eh ben, l'eau, elle remonte, tu sais. Alors, comment tu vas faire du coup? Bah, je fais une petite épaisseur de ciment ou de pierre. Bah, tu as tout compris. Tu peux faire architecte en terre crue, toi. Tu t'appelles comment? Mathis. Ah bah, bravo, Mathis. Donc, bah, tu as trouvé les deux grands principes de la construction en terre. Des bonnes bottes et un bon chapeau. Moi, j'avais une question justement qui est assez liée par rapport à ça, cette problématique de comment on doit chercher les autres pour donner envie de travailler la terre et comment, notamment, là, on n'a pas parlé de rénovation, mais moi, je suis toujours assez désolé de voir nos paysages. Notamment dans le pays de Bray, on a beaucoup de maisons en torchis, etc., et qui sont voilà, détruites. Et puis finalement, voilà, on se retrouve avec des villages qui se ressemblent tous, qu'on soit dans le pays de Bray ou dans le sud. Je trouve ça un peu triste qu'on ait maintenant tous les mêmes maisons. Donc voilà, il y a un vrai sujet là-dessus. Et ma question, c'est comment vous imaginez qu'on pourrait séduire les personnes pour construire de cette façon, alors que ce soit les particuliers ou les professionnels? C'est une matière qui est sensible. Et on peut en parler, là on fait du blabla. Mais le mieux, ce serait de vous mettre les mains dedans, clairement. Parce que, et on le voit un peu sur le documentaire, je trouve, tu vois, les enfants qui ils regardent leurs mains, ils comprennent plein de choses. Mathis, il a tout compris, quoi. Et il a même pas mis les mains dedans. Et je suis sûre que si je te mettais les mains dedans, Mathis, bah, t'étais parti, quoi. On t'arrêtait plus. Parce que aller faire un mur de torchis pour restaurer le bâti ancien ou bien pour construire aussi un mur dans une école, hein, comme il y a eu dernièrement là, eh ben, les chantiers en terre, ça appelle. Et je ne sais pas si tu as constaté ça sur ton chantier, mais même un chantier contemporain, on a fait un grand bâtiment à Bagneux, par exemple, et les électriciens, les plombiers, etc., ils venaient voir en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là C'est quoi ton truc ?» C'est interpellant. La matière, elle est interpellante. Et par exemple, voilà, moi je fais des formations auprès d'architectes ou bien voilà, ils demandent à mettre les mains dedans. Et ils vont jamais demander à mettre les mains dans du c'est bizarre, pourquoi? C'est vrai. Et c'est parce que monsieur Philippe Madec, l'architecte, il dit dès que j'arrive ici, je touche la terre. Ah bah, c'est ça aussi. Hein. Il y a quelque chose qui nous relie à ce matériau. De toute façon, l'homme et l'humus, c'est la même nature. Hein. Et puis, bah voilà, il y a toutes les cultures, hein,
la Bible, mais aussi plein d'autres. L'homme, il vient de la terre, il a été façonné avec la glaise. Enfin, ça vient de très très loin, ce lien qu'on a avec la terre. Et souvent, il faut arrêter de parler, il faut mettre les mains dedans, quoi. Bon, j'arrête de parler. Je pense qu'il y a de ça. Nous, sur le chantier, il y a un plaquiste qui trouve que la brique, c'est vraiment très moche. Donc, bon, il est plaquiste, du coup, il est dans son rôle aussi de plaquiste. Mais globalement, il faut qu'on passe certains a priori qui sont parce qu'on a été beaucoup habitués à aussi être dans des bâtiments neufs où la finition, c'est toujours une feuille de placo peinte. On se lâche sur les couleurs, mais globalement, c'est un peu ça le rendu. Et il y a un a priori aussi sur l'esthétique de la terre comme un matériau un peu pauvre, pas esthétique, et on voit un peu des déclinaisons de comment se réapproprier le matériau dans l'architecture contemporaine et qu'est-ce qu'on arrive à en faire. Dans le reportage, globalement, les noms qui tournent autour de l'architecture en terre, il y a quelques figures un peu emblématiques, mais c'est quand même une poignée de personnes qui ont réussi à se faire une aura autour du matériau. Le fait qu'il y ait des maîtres d'ouvrage qui, petit à petit, acceptent d'introduire ce genre de matériaux dans des bâtiments publics, notamment, ça aide certainement à faire évoluer un peu la perception qu'on a du matériau vers quelque chose de plus positif et voilà, c'est pas encore fini, donc on ne sait pas quel sera l'effet, mais c'est vrai que on a un chantier à Paris où on a aussi fait un chantier participatif un peu expérimental sur l'isolation en argile mélangée avec différentes fibres végétales. Donc on a eu l'occasion d'utiliser le terre chanvre de chez De Wulf, avec l'idée qu'on essaye de faire en sorte que ce soit d'essayer de trouver des modes opératoires qui puissent se décliner plus facilement sur d'autres projets. Et en fait, on a vu aussi que dans ces chantiers participatifs, notamment à Paris, où en fait les gens mettent les mains dans la terre avec de la paille et tout ça, en fait, ça a drainé tout un tas de gens qui étaient hyper intéressés. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que par exemple sur cet autre chantier Pisé, on a l'idée d'introduire un chantier participatif pour construire un comptoir en Pisé. Et tout de suite, on a une autre figure qu'on aime bien, qui est le SPS, qui est le coordinateur sécurité sur le chantier. Lui, la perspective d'avoir un chantier participatif au milieu de son chantier classique, il n'est pas en train de sauter de joie. Donc, on est un peu en train de voir quel rouage on peut mettre en place pour réussir à mettre ça sur pied. Je rejoins en effet que toucher la matière aide beaucoup à déjà se l'approprier et puis à tomber un petit peu amoureux. On voit de nombreuses expériences où est-ce que en effet c'est en faisant participer la population locale. Plus localement, c'est vrai qu'on a l'exemple, je vois, il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont participé, mais cet été on a fait des petits ateliers d'enduit terre crue sur un site qui appartient à la ville de Beauvais, l'écospace de la Mireroy, où est-ce qu'on a commencé à faire des enduits terre crue sous la forme d'un chantier participatif. Donc les gens sont venus souvent sans aucune connaissance, sans avoir même jamais touché de la terre. Et le retour de cette expérience, il y a une quarantaine de personnes au total qui ont participé à ça. Il est quasiment, il est uniquement positif. Les gens ont aimé toucher la matière et je pense qu'en effet, ça passe par là pour se l'approprier et la développer. Le film nous a montré une expérience suisse intéressante avec des technologies qu'on pourrait dire contemporaines. Si eux y arrivent, on pourrait quand même y arriver aussi de notre côté. Est-ce que la réglementation suisse permet de faire des choses plus facilement qu'en France aujourd'hui ? Il y a moins de réglementation en Suisse qu'en France, ça c'est sûr. Alors là, il y a plein de questions, mais ce qu'on peut faire en Suisse, on peut le faire en France, oui. Il y a une entreprise française qui fait ça, de la préfabrication, c'est Terio, qui est basée à Saint-Priest près de Lyon et qui fait du pisé préfabriqué, et donc qui fait des blocs comme ça qui vont être fabriqués en atelier, qui vont, voilà, comme ça on va s'affranchir de toute la problématique des contraintes climatiques sur le chantier, parce que construire un bâtiment, vous avez vu la taille des bâtiments, ils sont quand même très très grands, donc vous imaginez construire tout ça, ça peut se faire, hein, il y en a qui le font, mais ils passent la moitié du chantier à abriter le chantier. Donc cette idée de préfabriquer en atelier du béton de terre, oui, ça se fait. Terio le fait pas de cette façon-là. Enfin, vraiment là, ce qu'il y a chez Martin Rauch, là, c'est vraiment
C'est la seule usine qui existe comme ça, quoi. Vraiment, ils ont monté une usine. C'est hyper, vous avez vu, hein, c'est vraiment très très robotisé. Et Mais donc ce qu'il y a, on le fait. C'est Ouais. aussi même dans la préparation des matériaux. Parce que quand on voyait les gens avec leurs pelles, etc., Mm. là, il y a quand même tout un criblage, il y a Oui. une préparation effectivement des matériaux qui est aussi, je dirais, dans leur dimension industrielle. Ouais, tout On à utilise fait. des machines, enfin, il y a un peu plus d'utilisation de machines pour produire Mm. les produits finis. C'est ce qu'on appelle la massification. Et voilà, ouais, ça c'est un grand débat dans le monde de la terre crue. Il y a, et je pense que il faut pas que ça divise voilà, c'est une filière. Hein, une filière, c'est donc tout ce domaine de la terre crue, c'est un ensemble d'acteurs, des architectes, des fabricants de matériaux, des poseurs évidemment, des artisans, mais aussi des assureurs. Tout le monde du bâtiment, c'est vraiment très large. Et tout ça, ça doit créer une filière pour permettre que le matériau terre, ça devienne un matériau de construction, quoi. Voilà, comme un autre. C'est pas le seul, mais il fait partie du paysage. Bon, eh bien, pour qu'on réussisse à faire ça, il faut réussir à faire en sorte que le matériau terre soit accessible assez facilement et qu'on puisse construire sans se dire mon Dieu, mais dans quoi je me lance, ça va être horrible, quoi. Si jamais il pleut, si jamais ceci, si jamais cela, si j'ai pas mon assureur, enfin voilà. Donc il faut faciliter les choses, et pour faciliter les choses, il faut moi je pense que je vais pas dire il faut, je vais dire moi je pense, parce que il y a des controverses là-dessus, mais je pense que il est important d'avoir des fabricants. Si on regarde le béton, par exemple, il y a quelques fabricants, hein, très très peu quand même, et qui sont hégémoniques sur le terrain. Et voilà, vous avez un fabricant qui arrose le territoire national. Je pense que la massification de la terre crue doit se faire par un maillage territorial. Parce que en Picardie, on n'a pas la même argile que en Bretagne, on n'a absolument pas la même argile que dans le bassin lyonnais, qu'à Grenoble, qu'à Toulouse, etc. Il y a de l'argile dans tous ces endroits-là, mais elle est à chaque fois différente. Et avoir un maillage territorial, eh bien ça, ce serait vraiment une grande force. Pas d'avoir un seul ou deux, trois acteurs majeurs qui arrosent le territoire, mais vraiment que les territoires se réapproprient. C'est aussi un formidable outil de réappropriation de l'acte de bâtir par les territoires. Et je pense qu'il y a la construction en terre et la construction en paille pour faire ça. C'est-à-dire que sur les territoires, il y a de la paille, souvent, il y a de la terre, souvent, et on construit avec ce qu'on a là. Et puis à côté, plus loin là-bas, ils construiront avec leur terre et leur paille. Pourquoi pas? Je pense que vous pouvez rajouter le bois. Oui. Parce que, et c'est aussi ce que nous illustre, enfin, dans le film, vous aviez les constructions traditionnelles que l'on voit, et on l'a évoqué tout à l'heure. En fait, c'est une combinaison de matériaux. C'est pas, enfin, je veux dire, on n'est pas que dans un matériau. Il faut aussi se poser la question de savoir à quel moment c'est intéressant d'utiliser ce matériau-là, à quel moment on peut en utiliser d'autres dans d'autres. Voilà. Donc, je pense il faut pas être avec un regard unique en fait sur la solution. Il y a eu un projet à Sevran, en région parisienne, où le principe c'était de dire avec le Grand Paris, il y a un volume énorme de terres qui sont excavées des sols du bassin parisien. On a de quoi ensevelir la Tour Eiffel avec la monticule de terre qu'on a fait pour construire le Grand Paris. Et cette entité économique s'est créée en se disant qu'on va valoriser un pourcentage des déblais issus du Grand Paris. Donc l'ambition était d'utiliser 6 ou 8%, je crois, des volumes de terre. Et donc il y a une industrie qui s'est installée pour fabriquer des briques. Il y a eu des parements aussi. Il y a eu tout un tas de matériaux qui ont été comme ça pensés, utilisés. Ils ont investi beaucoup d'argent dans aussi, entre guillemets, enfin pas les brevets, mais les avis techniques, les tests sur ces matériaux. Donc ça a fait vraiment grandir, on va dire, la filière de la terre crue. Malheureusement, c'est une entreprise qui s'est arrêtée au mois de mai de cette année, dû à un montage économique, voilà, qui n'a pas été efficace. Mais voilà, il y a eu un test à grande échelle, ça s'appelait Cycle Terre, qui malheureusement s'est arrêté là au printemps en région parisienne. Est-ce qu'on pourrait remplacer le crépi des façades par un enduit en argile? Mathis va répondre à cette question. Mathis, t'en penses quoi? Oui. Oui, tu dirais oui. Bon, moi je dirais non.
Moi, je dirais non, parce que, enfin, oui ou non. En fait, en vrai, ça dépend. Si jamais il pleut sur votre maison, parce que vous avez remarqué que quand il pleut, souvent il y a des façades quand même qui sont un peu rincées. Vous pouvez pas mettre d'enduit d'argile. Ou alors, vous allez refaire votre enduit à chaque fois qu'il y a une drache. C'est pas pratique. Mais si votre maison elle a un grand débord de toit, un chapeau avec des bords très très larges, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez mettre un enduit d'argile. Mais voilà. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais les maisons en pisé, les maisons en bauge, etc., la terre, elle est dessus, et puis il pleut dessus. Et puis elle est toujours là. Et vous n'avez pas tort. Mais ce qu'il y a, c'est que la composition d'un enduit, c'est pas la même composition que la bauge ou le pisé. Et la bauge et le pisé, quand il va pleuvoir dessus, au fur et à mesure, quand même ça peut arriver, eh bien, ils vont se lessiver. Mais il y a quand même une grosse épaisseur. Un mur en pisé, c'est 50-60 cm. C'est vraiment énorme. La bauge, c'est pareil, vous avez vu un petit peu. C'est des murs qui sont très, très massifs. Donc, ça va éroder un petit peu l'épaisseur. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur le pisé, il y a comme des lignes blanches. Vous avez remarqué les lignes blanches? Alors, ça fait joli, mais c'est pas la seule utilisation. C'est que c'est des lits de chaux, en fait. Et donc, quand il pleut, l'eau, elle coule le long du mur et elle arrive à ce lit de chaux qui, au fur et à mesure, va faire comme un petit bec qui va ressortir et qui va faire tomber l'eau au pied du mur sans lessiver tout le mur. Donc il y a toute une réflexion dans ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire, qui est l'architecture traditionnelle locale d'un coin. Voilà, et donc ce pisé, il est fait comme ça. Et la bauge, c'est pareil. Et les enduits d'argile, c'est avec des sables beaucoup plus fins. Il n'y a pas de gros cailloux, il n'y a pas de grosses pailles, etc. Donc il va se faire lessiver très rapidement. Donc non. Si vous voulez mettre de la terre en extérieur, vous pouvez, mais. Voilà, il faut venir me voir. Oui, pour compléter, à nos attitudes, non. En fait, ce cas très particulier des enduits en terre crue sur des façades extérieures, il est expliqué dans les règles de la construction en paille, qui a tout un chapitre qui parle justement des enduits terre sur un support paille, mais en fait, que ce soit de la paille ou un autre support, la problématique reste un peu la même. Et en fait, il est défini avec une carte de France qui donne statistiquement le nombre de jours où les façades nord, est, ouest, sud sont exposées à des pluies battantes. Et en fait, les règles professionnelles de la construction paille nous dit au-dessus d'un certain nombre de jours exposés à une pluie battante, ne pas utiliser des enduits terre crue. Et donc, dans toute une partie nord de la France, c'est pas le cas. En effet, par contre, dans le sud de la France, on retrouve assez fréquemment des architectures avec des enduits terre crue en façade, avec quand même des bons débords de toit. Et juste si je peux me permettre pour compléter, parce que c'est vrai que dans notre secteur, on a beaucoup de murs en torchis et les façades justement en pluie battante ouest dans le secteur sont souvent recouvertes d'ardoises ou de tuiles du Beauvaisis. Donc là aussi, il faut le protéger contre la pluie. Par contre, de cette là, il me semble que les maisons en bauge, elles avaient certaines des enduits à la chaux, j'ai l'impression. Et là encore, c'est le bon matériau au bon endroit. En fait, tous les matériaux ne sont pas l'un contre l'autre, mais travaillent ensemble. Déjà, merci pour le film et la présentation. Et moi, j'avais une question aussi par rapport justement à ces débords de toit qui sont bien utiles, même avec des enduits à la chaux. Lorsqu'on n'a pas la possibilité de mettre en place ce type de débord de toit pour des raisons de mitoyenneté ou autre, c'est quoi la solution? C'est mettre en place des tuiles, justement, de l'ardoise? La terre, elle ne va pas répondre à tout. On ne met pas la terre partout. Il y a des endroits où ce n'est pas le bon matériau. Quel est le pourcentage minimum d'argile dans le sol pour pouvoir l'utiliser comme matériau de construction? Et est-ce qu'il est possible d'utiliser de la terre végétale? Vous savez, ce genre de terre noire qu'on trouve dans les jardins, qui est pleine de vers de terre et de débris végétaux. Est-ce que c'est possible de l'utiliser? Bon, j'ai quasiment toutes les réponses, mais en effet, la terre végétale, non, on l'utilise pas. La terre végétale, donc la terre noire,
elle a des composants qui vont moisir, etc. Et de toute façon, c'est une terre qui est trop riche pour, entre guillemets, ne l'utiliser que pour la construction. Donc la terre végétale est 30-40 cm de terre qu'on a à la surface du sol. Ça, on la laisse pour les légumes. C'est vraiment la partie qui est en dessous qu'on utilise pour la construction. Le taux d'argile, en fait, il dépend un petit peu des techniques qui sont concernées pour la construction. Mais l'ordre de grandeur, c'est 15-25% d'argile. Je dis pas de bêtises. On peut mettre un peu moins. Hein. Ce qu'il disait, là, la muraille de Chine, là, des fois, vous avez des argiles qui sont relativement... Des terres qui sont relativement pauvres, et puis pourtant, on arrive à bâtir avec. Ça me fait penser... Ouais, les argiles sont différentes. Ça me fait penser à la Ster, justement. Il y a des carrières qui ont adhéré. Ils ont dit, bon, dites-nous la formule de la terre que vous voulez, et on va vous la faire. On dit, mais la formule, mais comment ça, la formule? Ben oui, dites-nous les éléments chimiques, la taille, etc., quel pourcentage, la recette, quoi. Dites-nous ce que vous voulez et on le fait. Et ben, en fait, ça marche pas comme ça, la terre. C'est assez drôle parce que quand on veut construire en terre un grand bâtiment où il y aura des problématiques d'assurance, etc., il faut être très sérieux, etc., en vrai, ce qu'on va commencer à faire, c'est on va prendre les terres et puis on va patouiller avec, et c'est la première chose qu'on fait. Et après, une fois qu'on a patouillé, on dit, tiens, celle-là, elle marche bien. On comprend pas pourquoi, on se dit, tiens, celle-là, elle marche bien. Parce qu'on l'a essayée et elle fonctionne. C'est l'empirisme, en fait. Et après, on va appeler les chercheurs, on va dire, tiens, vas-y, dis-moi ce qu'il y a dans cette terre, comme ça, là, on va pouvoir donner plein de papiers aux assureurs, etc. C'est comme ça que ça marche, en vrai, la construction terre. Donc, votre question, elle est légitime, mais elle est vraiment, voilà, vous cherchez la formule, et il n'y a pas de formule, vraiment. L'argile, c'est minéral. Il faut que votre sol, il soit minéral et pas organique. C'est pour ça que vous ne prenez pas la partie organique, l'humus du sol. Bonsoir. J'aimerais savoir si, puisque nous avons les établissements de Wulf sur Allonne, et qu'il y a des briques qui sont faites en terre crue, est-ce que l'on peut trouver sur le Beauvaisis des maisons construites en terre crue? Alors, construites en terre crue, 100% terre crue, non, il n'y en a pas. Même ton bâtiment, il est fait en terre cuite. Voilà, en terre cuite et en terre crue. Mais des bâtiments dans lesquels il y a de la terre crue en enduit, en isolant, en briques, en cloison intérieure avec des briques de terre crue, en torchis. Alors ça, mais il y en a plein. Plein. Bonjour. J'ai bien compris qu'il y avait des techniques porteuses en terre crue, mais localement, en fait, on n'a pas de technique porteuse de terre crue. Elle s'adapte pas à la terre qu'on a ici. Où il faudrait ajouter, d'après ce que j'ai compris, quand vous avez beaucoup d'argile, il faudra ajouter justement des cailloux, etc. Et après, trouver cette technique-là. Cet été, justement, pendant les ateliers dans du terre crue qu'on a fait, j'ai trouvé quelqu'un qui était là et qui disait qu'elle avait un mur en pisé chez elle. En effet. Parce que, en effet, même si géologiquement, on va dire, on a beaucoup plus de strates avec des argiles très sableuses, limoneuses, il existe quand même des poches avec des cailloux. Et donc, pendant un moment, quand on tombait sur une poche de cailloux, certains faisaient un petit peu de pisé, en effet. Sur certains murs de clôture anciens dans le quartier de Maricel, on voit encore des murs de pisé, mais c'est des petits murs de clôture. Je vois aussi, pour ma part, j'habite sur Auneuil, et on voit facilement le début du mur en silex, et ensuite ils l'ont continué à en piser, soit pour manque de matériaux, ou bien pour faciliter, je ne sais pas. Ouais, typiquement, c'est le torchis, et le torchis, la structure porteuse, c'est le bois. C'est ce que disait monsieur, c'est vrai que en fait, il faut être intelligent et pas être sectaire. Hein, voilà. Mais par contre, en briques de terre crue, dans le guide des bonnes pratiques, à partir de 30 cm, c'est porteur. Donc on pourrait très bien faire un bâtiment en terre crue porteur. Enfin voilà, en travaillant avec l'argile d'ici, sans tellement modifier en fait notre argile. Ce serait possible.
J'ai une dernière question alors, pour rebondir sur les briques de terre crue, donc qui sont porteuses. Dans le patio, vous avez utilisé justement des briques de terre crue, mais non porteuses, et des briques de terre cuite porteuses. Alors c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Oui. On a utilisé la brique de terre crue en vraiment comme un revêtement intérieur. Du coup, il est il est autoportant, mais c'est vrai que comme c'est des murs, du coup, c'est la dimension de la brique, donc on a 11 cm. Le mur de terre cuite, ça y est, je me mélange. C'est un assemblage, du coup, un appareillage flamand ou autre qui fait que le mur il passe tout de suite à 22 cm d'épaisseur ou plus en fonction de l'appareillage. Donc là, nous, on l'a utilisé vraiment comme un parement mince, du coup, en finition. Ce qu'il y a, c'est qu'un porteur, on peut le faire, mais alors à justifier auprès des assureurs, laisse tomber. Mais enfin, c'est dans le guide des bonnes pratiques, en vrai. C'est ça ce qu'on dit, c'est pas interdit. Mais la problématique, ça reste des démarches très difficiles à justifier. Et puis, une certaine forme de prise de risque, entre guillemets, pour une maîtrise d'ouvrage, de devoir assumer des procédures, de devoir aller voir son assureur pour renégocier les dommages ouvrages. Enfin, voilà, toutes ces procédures-là qui sont relativement aujourd'hui fluides et on se pose pas de questions, on fait les techniques courantes. Dès qu'on est sur la technique non courante, c'est toujours plus compliqué. Une dernière question. Ouais. Oui, où peut-on trouver des adresses de chantiers participatifs? Oui, bonsoir. Oui, moi je propose des chantiers participatifs à 3 quarts d'heure d'ici de Beauvais, quoi. Voilà. Vous parlez du réseau Twiza, peut-être? Oui, enfin voilà, je m'appuie sur le réseau, enfin c'est par plusieurs réseaux, réseau Twiza qui organise des chantiers participatifs dans toute la France, et après avec d'autres associations comme Maison Paysanne par exemple. On a assez peu la culture dans le coin des chantiers participatifs. On en trouve très peu. Quand on regarde en effet les réseaux de Twiza, qui est une association qui fédère au final autour de l'habitat écologique et participatif, etc. Il y a des grosses poches en Bretagne, dans le nord de la France, en région parisienne, forcément c'est dense, donc il y en a aussi. Par contre, le secteur en effet Picardie est assez peu chargé. Il y en a actuellement du côté entre Noyon et Soissons. Je sais que j'ai vu ça récemment là, un habitat en paille terre, je crois, enfin terre paille qui se fait, mais en effet, sinon après c'est la région parisienne où par contre là assez régulièrement il y a des projets un peu emblématiques qui intègrent un petit peu la façon dont on l'avait expliqué, qui fait rentrer au final les habitants sur les chantiers pour leur faire découvrir et leur faire participer à l'ouvrage. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup et moi c'est une de mes missions d'essayer de favoriser ça et je suis toujours à la recherche de gens qui sont susceptibles de se lancer dans une aventure comme celle-ci. On va clôturer à ce moment-là. Je vous remercie tous pour votre participation très intéressante, pour votre présence aussi. Alors, venez nombreux samedi à 14h30 pour visiter le chantier du patio. Comme ça, vous aurez une mise en pratique de ce qu'on a évoqué ici. Puisqu'on parle de communication, de mieux faire connaître, vous avez peut-être remarqué que ce ciné-débat et toutes nos conférences sont enregistrées. Elles sont ensuite mises sur Internet, qui permet ensuite de continuer à diffuser sur les thématiques qu'on aura abordées pendant nos conférences pour justement mieux faire passer les messages ici, pour le coup, aujourd'hui, autour de l'emploi de l'argile crue. Pour finir, je vous souhaite une bonne soirée.